Le labo de l'ESS, la Fondation Crédit Coopératif et le Festival d'Avignon ont organisé une rencontre pour explorer les rapprochements possibles entre culture et économie sociale et solidaire. Un événement qui fait suite à la publication du rapport de Bernard Latarjet sur les coopérations souhaitables entre structures de l'ESS et structures culturelles, réalisé en partenariat avec le labo de l'ESS et grâce au soutien de la Fondation Crédit Coopératif. Une étude qui témoigne des nouveaux enjeux auxquels font face les entreprises culturelles et des réponses que peut y apporter l'économie sociale et solidaire. Bonjour Bernard Latarjet. Bonjour. L'on ne vous présente plus, vous avez exercé les plus hautes responsabilités dans le domaine de la culture en France et avez une excellente connaissance des politiques publiques. La ministre de la Culture vient d'ailleurs de vous confier la responsabilité de la coordination du plan Culture près de chez vous, dont nous parlerons évidemment tout à l'heure. Mais nous allons commencer, si vous voulez bien, par parler des rapprochements entre culture et économie sociale et solidaire. Première question, est-ce qu'il y a chez les acteurs de la culture une méconnaissance de l'économie sociale et solidaire ? Oui, on peut dire majoritairement que oui. Une majorité d'entreprises culturelles appartiennent à l'économie sociale et solidaire sans le savoir. Quand je dis sans le savoir, c'est parce que la loi Hamon de 2014, qui a reconstruit l'économie sociale et solidaire, a donné des entreprises qui relèvent de ce label une définition plus large, et notamment l'économie sociale et solidaire aujourd'hui intègre toutes les entreprises à caractère associatif, d'intérêt général, non lucrative et dont la gouvernance est démocratique. Or, dans le secteur culturel, nous avons plus de 35 000 associations employeuses, souvent d'ailleurs des compagnies, des ensembles artistiques, qui répondent parfaitement aux critères de définition de l'ESS tels qu'ils figurent dans la loi, désormais, la loi de 2014. Et donc, le champ de l'ESS dans la culture est très vaste. Mais mériterait d'être développé en tout cas. Nous allons voir ensemble de quelle manière justement l'ESS peut apporter quelque chose à la culture. Le thème de cette rencontre, c'est culture et ESS, la troisième voie. Alors si l'on identifie bien dans la culture le secteur public et le secteur marchand, c'est quoi cette troisième voie ? Et bien, cette troisième voie, c'est justement ce qui est entre le secteur public et le secteur marchand. Le secteur public, majoritairement subventionné par des fonds publics qui viennent de l'État ou des collectivités territoriales, et c'est le cas des principales institutions culturelles. C'est cette grande ossature artistique et culturelle bâtie depuis près d'un siècle par les fondateurs des politiques publiques de la culture. Et puis à l'autre bout de la chaîne, comme vous l'avez dit, ce sont les entreprises purement commerciale, purement concurrentielle, contrainte à des impératifs de compétitivité internationale de plus en plus durs. Bon, et entre les deux, eh bien justement entre les deux, il y a ces 35 000 entreprises qui ne dépendent pas majoritairement de fonds publics, en tout cas pas plus de 50% de leur budget sont constitués de fonds publics, qui ont donc une part de recettes propres importante, qui sont de véritables entreprises économiques, mais qui n'ont pas comme objectif principal la lucrativité, la rentabilité, comme on dit, qui sont fondées sur des objectifs d'intérêt général, et qui sont donc à la fois des entreprises et à la fois des structures d'intérêt public. C'est ce tiers secteur, c'est cette troisième voie qui est couverte aujourd'hui par l'ESS. Alors, si l'on se base sur des éléments d'analyse ou des constats, on pourrait parler évidemment de la baisse des financements publics, de la raréfaction des subventions de l'État ou des collectivités remplacées de plus en plus par des appels d'offres. Ce n'est qu'un exemple ou deux. Mais j'aimerais que l'on parle aussi avec vous des propositions, des solutions, et notamment la volonté d'encourager la coopération entre les acteurs. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ou avant, les politiques publiques n'encouragent pas la coopération ? Non. Dans le domaine culturel, les politiques publiques n'encouragent pas la coopération. Le monde de la culture, le monde des entreprises culturelles est je dirais, historiquement et structurellement un monde d'entreprises extrêmement individualiste, extrêmement concurrentiel. C'est un peu le propre de l'activité artistique. La coopération, la mise en commun des compétences, des projets, des moyens, des risques, tout ça ne figure pas dans la culture des entreprises culturelles. C'est ça, en effet, qu'il faut s'efforcer de changer. Il faut inciter les entreprises artistiques et culturelles à se rapprocher, à partager davantage leurs projets,
leurs moyens, non seulement pour effectuer des économies, pour être plus efficace économiquement et donc moins dépendante des fonds publics, mais surtout pour être aussi plus puissante artistiquement et culturellement, pour pouvoir construire des projets plus ambitieux, être donc plus forte vis-à-vis de leurs interlocuteurs des pouvoirs publics ou des ressources privées, dans la mesure où elles développeront justement des capacités de proposition, des capacités de production beaucoup plus fortes et beaucoup plus ambitieuses. Mais pour ça, il faut sortir de cet individualisme, de cette pulvérisation de micro-entreprises et trouver les voies de plus de collaboration, de plus de collectifs, de plus de mise en commun. Est-ce que coopérer, si je vous comprends bien, cela peut être donc de monter des projets en commun, mutualiser des moyens, vous l'avez évoqué, créer des regroupements pour par exemple augmenter les recettes de fréquentation ou tout simplement développer son modèle économique, en étant vigilant quand même, puisqu'on parle de SS, aux valeurs d'une économie sociale et solidaire. Ah ben bien entendu, ça c'est le fondement. D'ailleurs, il y a des contrôles entre guillemets de la légitimité de cette appartenance à l'économie sociale et solidaire. Il y a les pouvoirs publics accordent un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est un agrément qui fait reconnaître par la puissance publique le caractère d'intérêt général non majoritairement lucratif de ces entreprises. Et se repose toujours le problème éternel de comment concilier, j'allais dire, des valeurs sociales et solidaires avec la performance économique. Et ça touche tous les secteurs, mais évidemment aussi celui de la culture. Ça touche tous les secteurs et celui de la culture, notamment, comme vous l'avez dit, dans un contexte où l'accès au financement public devient plus difficile parce que le nombre des acteurs, le nombre des projets continue d'augmenter et d'augmenter plus vite que les ressources publiques qui lui sont consacrées. Et donc, le décalage entre les ressources publiques disponibles et les besoins des entreprises s'accroît. Il faut donc que ces entreprises, si elles veulent survivre, deviennent moins dépendantes de ces financements publics. Ils trouvent donc des modèles économiques qui leur permettent de développer leurs recettes propres sans remettre en cause, sans compromettre le caractère d'intérêt général de leur projet. Développer ses recettes, ça peut vouloir dire développer son public aussi. Ça veut dire d'abord et avant tout développer son public. Là encore, sans compromission sur les exigences de qualité. Il ne s'agit pas, au motif de développer à tout prix les publics, de tomber dans la logique de l'audimat à tout prix. C'est ça la difficulté de l'exercice, c'est de développer, d'élargir les publics tout en préservant l'exigence de qualité des œuvres qu'on lui propose. Mais c'est en effet la première exigence, la première voie. Il y a une deuxième voie qui est de diversifier les ressources publiques, c'est-à-dire de diversifier les services qu'on offre au public, et à côté des services de pure représentation d'œuvres créées par ces entreprises, des activités d'éducation, de transmission, des activités à destination de la jeunesse, des activités d'aménagement du territoire, bref, des activités qui permettent, en diversifiant les services à caractère public, de diversifier les sources de financement public. Et puis, bien sûr, il faut aussi pouvoir développer des recettes alors à caractère plus commercial. C'est ce que font d'ailleurs aujourd'hui toutes les entreprises culturelles, les locations d'espace, des activités récréatives rémunérées, etc. Oui. Enfin, quand même, Bernard Latarjet, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, mais je voudrais revenir dessus. Il y a quand même, on le sait, une résistance, on va dire, individualiste, idéologique des acteurs culturels qui ont l'habitude de fonctionner sur un modèle et une difficulté quand même à s'inscrire dans une transition qui touche d'ailleurs aujourd'hui tous les secteurs. Ça va pas être facile. Oui. Je ne nourris pas d'illusions. Il y a des résistances, il y a des freins, il y a des difficultés, il y a des risques. Mais c'est une évolution qui est maintenant enclenchée, qui se développe,
qui se développe d'ailleurs parce qu'elle est maintenant beaucoup plus encouragée par les pouvoirs publics, qu'il s'agisse de l'État ou qu'il s'agisse des collectivités territoriales, qui elles aussi introduisent dans leurs critères d'attribution des aides et de soutien des conditions justement de collaboration, de regroupement, d'organisation en réseau, de rapprochement des uns et des autres, de rationalisation des filières de production et de diffusion. L'évolution commence et elle est plus... J'ai fait un tour de France à l'occasion de ce rapport et cette mission. Alors j'ai été frappé par le nombre de projets de coopération qui ne sont pas nécessairement des coopérations qui vont jusqu'à leur accomplissement juridique intégral. Hein. C'est pas des scopes et des sites partout, mais par le nombre de rapprochements, de collaborations, de mise en commun. J'ai été également frappé par une nouvelle génération d'entrepreneurs culturels qui, contrairement peut-être à leurs anciens, ne rechignent pas à se considérer comme entrepreneurs, même quand ils sont originellement et fondamentalement des artistes et des créateurs. Alors justement, vous avez raison de le souligner, hein, il y a aujourd'hui sur tout le territoire des porteurs de projets qui relèvent d'ailleurs souvent de plus en plus de l'économie sociale et solidaire, hein, qui font des propositions innovantes, fiables, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque part, juste à ce propos, un petit décalage entre la montée en puissance de ces initiatives qui viennent du terrain et les politiques publiques ? Si, bien sûr, il y a un décalage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, vous citiez notre prochaine rencontre à Avignon le 12, en présence de la ministre. C'est pour ça que la ministre elle-même viendra clôturer ces rencontres pour marquer justement la reconnaissance par le ministère de la Culture de l'importance de ce tiers-secteur, de l'importance de l'ESS dans la culture, du rôle que ces entreprises du tiers-secteur jouent dans la mise en œuvre des ambitions de politique publique du ministère de la Culture aujourd'hui et de la nécessité de les soutenir. C'est nouveau qu'une ministre de la Culture fasse cet acte de reconnaissance et exprime cette volonté de soutien. Oui, on est dans un rapprochement finalement politique, économique et économie sociale et solidaire, quoi. Voilà. Mais plus globalement, les acteurs qui peuvent vraiment jouer un rôle dans le rapprochement entre culture et ESS, c'est qui ? Est-ce que par exemple les collectivités territoriales ont vraiment un rôle important à jouer ? Fondamental. Là où l'ESS dans le monde de la culture se développe le plus et le mieux, ce sont dans les régions dans lesquelles les exécutifs régionaux, les conseils régionaux ont mis en place des politiques spécifiques d'aide à l'ESS dans leur stratégie de développement économique et d'aménagement du territoire. Par exemple, la Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, il y a parmi les élus de la région, il y a un délégué à l'économie sociale et solidaire, il y a une politique de l'économie sociale et solidaire explicite avec des aides spécifiques aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, un règlement d'intervention très clair sur les conditions d'attribution de ces aides. Bref, il y a une politique de la région en faveur de l'ESS. Et bien sûr, une place importante donnée à la culture dans l'ensemble de ces dispositifs. Donc là où les régions ont mis en forme ces politiques, l'ESS dans la culture se développe évidemment beaucoup plus vite. L'échelon régional est important. Les DRAC évidemment ont un rôle très important dans leur travail d'assemblier, d'organisation des rapprochements, des collaborations, de soutien au réseau entre les entreprises, entre les porteurs de projets avec les collectivités territoriales. Donc les DRAC ont un rôle également très important. Justement, puisqu'on parle de territoire, en quoi consiste ce fameux plan culture près de chez vous ? Le plan culture près de chez vous, ça consiste c'est d'ailleurs proche de ce qu'on vient de dire sur l'ESS, ça consiste à reconnaître qu'en dépit des très grands succès de l'aménagement culturel du territoire accompli depuis plus de 50 ans et qui est un modèle mondial, oui, merci Malraux. Il demeure des territoires importants en surface, importants par leur population, qui ne bénéficient pas de cette armature culturelle nationale, qui sont à l'écart, à la fois dans des zones rurales, enclavées, éloignées des équipements, mais aussi dans certaines zones urbaines ou périurbaines particulièrement défavorisées ou peu équipées. Donc c'est cette reconnaissance de ces zones culturellement défavorisées
que la ministre a voulu sanctionner par la mise en place d'un ensemble d'actions, d'aides, de dispositifs qui permettent d'améliorer la situation dans ces territoires prioritaires. Donc le premier travail, c'est quoi? C'est identifier ces territoires culturels prioritaires? Le premier travail, en effet, c'est de prendre la responsabilité d'identifier ces territoires, de sélectionner les territoires dans lesquels on va dire là, il y a prioritairement un plus à apporter. Et donc, en concertation bien sûr avec les élus, en concertation avec l'ensemble des services de l'État, il y a un travail de cartographie. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même évoqué, je l'ai retenu, la ruralité. Oui, la ruralité, mais pas seulement, parce que il y a des zones rurales qui sont bien desservies, qui ne sont pas défavorisées. La ruralité n'est pas en soi un facteur, je dirais, de pauvreté culturelle. Il y a au contraire des zones rurales dans lesquelles des formes originales d'activités culturelles itinérantes, diffuses, pluridisciplinaires, reposant beaucoup sur les associations locales, reposant sur des petites structures comme les bibliothèques, les écoles de musique, les petites scènes, etc. Il y a donc des zones rurales qui sont au contraire extrêmement actives, où les populations sont très proches de leurs activités culturelles, où les activités culturelles sont reconnues par les populations, où donc les choses se passent bien. Donc la ruralité n'est pas en soi un facteur de pauvreté culturelle, mais il y a des zones rurales dans lesquelles en effet il ne se passe pas grand-chose. Donc il y a un travail d'identification de ces territoires d'action prioritaire, et ensuite dans ces territoires il y a un travail de repérage des acteurs, de ceux qui peuvent porter des projets nouveaux ou développer des projets existants en leur donnant plus d'ampleur, et donc d'élaboration avec les collectivités de ces territoires, d'élaboration de nouveaux projets de développement artistique et culturel. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, j'aimerais savoir si justement ça correspond à ce qu'il faut réinventer pour trouver des solutions à ces territoires culturels prioritaires. Il y a une petite structure qui s'appelle les concerts de poche, je ne sais pas si vous les connaissez, vous les connaissez? Oui, voilà. Oui, un orchestre itinérant, etc. Est-ce que c'est pas une bonne idée, justement, cette forme d'itinérance, de partage? Oui. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. L'itinérance, le développement des activités, des projets, des œuvres, et voire aussi des artistes itinérants, est une très bonne voie. Mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. Il faut aussi qu'on puisse construire des projets permanents, des projets pérennes, des activités qui s'implantent dans ces régions et qui demeurent. C'est très bien que des œuvres circulent, que des artistes circulent, mais ça suffit pas. Il faut le développer autant que possible. Le cinéma itinérant, les FRAC organisent des expositions itinérantes de leur collection. Les bibliothèques départementales maintenant organisent là encore aussi des dispositifs de diffusion de leurs services livres-lecture dans l'ensemble des territoires départementaux. Tout ça est nécessaire. Mais il faut aussi s'efforcer de produire des projets pérennes dans les territoires même, et qui offrent aux populations de ces territoires des activités permanentes. Bernard Latarjet, une dernière question plus globale, on va dire, mais qui reste importante lorsqu'on parle de culture et aussi d'économie sociale et solidaire d'ailleurs. On sait que la culture est un enjeu démocratique, évidemment, mais est-ce que la sensibilisation et l'éducation, on est en 2018, ne reste pas encore un enjeu fondamental? Ah ben c'est le premier. Ouais. C'est le premier. D'ailleurs, c'est l'enjeu prioritaire fixé par les derniers ministres de la Culture, mais depuis Jacques Lang, on doit reconnaître à cette ministre, Françoise Nyssen, ce succès, cette réussite d'avoir franchi, je dirais, le cap de la bonne volonté et d'avoir mis en place des moyens qui sont quantitativement à la hauteur des besoins. Là, on est vraiment passé à l'acte. Lorsque on développe dans les départements, dans les régions, des projets 100% EAC, comme nous disons dans notre jardin, c'est-à-dire 100% d'une classe d'enfants scolarisés qui aura suivi une activité artistique et culturelle dans son cursus. Là, on est vraiment passé dans une nouvelle étape de la mise en œuvre de cette politique. C'est la première priorité de la ministre actuelle de la Culture, et c'est à mettre à son crédit.
Très bien. Un tout dernier mot, mais plus personnel, puisque à Avignon, par exemple, pendant le festival, vous allez rencontrer, ça arrive tout le temps, mais peut-être encore plus là, des élus, des créateurs, des décideurs, des responsables politiques. Est-ce que si vous leur parlez d'ESS, est-ce que vous pensez que ça va faire écho? Écoutez, je vous dirai ça le 12 au soir, quand on verra combien de participants auront assisté à notre rencontre, seront intervenus dans notre rencontre. Actuellement, nous avons 300 ou 400 inscrits, je crois, ce que je trouve pas mal, parce que par rapport à la diversité de l'offre d'activités à Avignon, qu'il y ait 400 personnes qui passent une partie de leur après-midi, de leur journée dans une rencontre de ce type, je trouve ça plutôt encourageant et stimulant. Non, je ne suis pas du tout optimiste sur l'intérêt que l'ensemble du monde de la culture porte aujourd'hui à ce sujet. Je ne dis pas que du jour au lendemain, les choses vont se transformer radicalement. Je pense simplement qu'aujourd'hui, le sujet est apparu pour la première fois vraiment à l'ordre du jour et dans l'agenda de la ministre de la Culture, et que c'est un sujet qui intéresse l'ensemble des entreprises culturelles, même celles qui ne souhaitent pas relever de ce modèle économique. Oui, je vous posais la question, en fait, parce que je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait cette rencontre sur ce thème-là, dans le cadre d'un festival aussi important que celui d'Avignon. Le festival nous a tout de suite aidés. Le festival, la direction du festival a tout de suite approuvé notre proposition, nous a aidés à la montée. Et c'est pas anodin que le festival d'Avignon, qui est un peu un emblème de la grande structure culturelle historique et publique, ce grand moment, ce grand événement s'intéresse à l'économie sociale et solidaire. Je trouve ça très représentatif justement d'une évolution des esprits, d'une évolution des politiques, et je l'espère, d'une évolution des moyens. Merci infiniment Bernard Latarjet de nous avoir apporté votre éclairage et votre expertise sur cette idée et ce concept de rapprochement entre la culture et l'économie sociale et solidaire. Avec plaisir. Merci.